je m'appelle Franck Boutet, je dirige un bureau, je suis une des 12 000 sociétés d'ingénierie qu'a cité René. Donc, bureau de conseil et d'ingénierie dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, du développement durable. Alors, on travaille un peu à toutes les échelles, bâtiments, quartiers et territoires. Ça m'arrive souvent de parler du poids existant par rapport au neuf, mais là, Jean-René l'a fait déjà longuement et très bien, donc je ne vais pas insister beaucoup là-dessus. Quand même, juste pour compléter un chiffre par rapport à ceux qu'a donné Jean-René, donc il a très bien dit tout à l'heure le neuf en nombre de bâtiments construits par an, le flux, donc c'est 1% par an par rapport à l'existant. Si on prend les niveaux énergétiques, chaque mètre carré de ce 1% de neuf ramené par an, si on prend un niveau RT 2012, c'est 50 kWh par mètre carré. L'existant, on est plutôt à 99,9 pour être optimiste, à la fois pourcent donc des moyens économiques, des moyens en termes d'ingénierie, des moyens du temps, en gros sur un gisement totalement marginal de l'ordre de 0,1 à 0,2% par an du problème de l'énergie. Donc il y a urgence en effet de passer à l'existant. Moi je suis assez dubitatif sur 2020, l'horizon du bâtiment énergie positive, parce que c'est encore de la suroptimisation d'un gisement marginal. Je pense qu'il faudrait mettre les moyens financiers ailleurs, et que les bâtiments à énergie positive, ça peut même être des contre-performances en termes de rendement localisé des systèmes de production, parce que pour faire un bâtiment à énergie positive, certes il faut réduire les besoins, mais ensuite il faut compenser, et on a en général des modes compensatoires avec des rendements quand même très faibles. Donc moi je raconte beaucoup qu'il ne faut pas arrêter de faire du neuf évidemment, mais il faut que le neuf serve à la fois d'expérimentation et de lieu d'expérimentation et d'innovation, mais surtout avec un objectif derrière de transfert de technologie vers le parc existant. Quand on sait à quel point c'est difficile d'expérimenter et d'innover en France, il y a quand même du travail. Et puis, il faut aussi imaginer que le neuf puisse servir d'effet de levier. C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut le penser. Et on a d'autant plus de marge de manœuvre quand on travaille à des échelles importantes. Donc le neuf doit être pensé comme un effet de levier pour interagir de manière positive sur son territoire d'accueil. C'est-à-dire qu'en gros, la stratégie énergétique d'un écoquartier, elle est intéressante pas pour l'écoquartier, mais si on arrive, par exemple, à faire muter les chaufferies de bâtiments existants mitoyens de cet écoquartier. Bon, enfin, le sujet pour moi là aujourd'hui, c'est plutôt de parler du verre. Donc, vous allez voir d'ailleurs dans la sélection de projets que j'ai fait, on a l'impression que qu'on fait que des projets 100% vitrés. C'est parce qu'en fait, j'ai fait une sélection avec où le verre est assez exemplaire. On ne fait pas que ça, et on ne croit pas non plus qu'il faut faire des bâtiments 100% vitrés pour sauver la planète, mais vous allez voir qu'il y en a beaucoup du vitrage. Bon, d'abord, un petit sujet, parce que avec les questions énergétiques, environnementales, les labels BBC, HQE et les AMO derrière, en fait, le verre est devenu un peu l'ennemi public numéro 1, quand même, de la performance énergétique. On voit énormément. On n'a jamais parlé autant de développement durable qu'aujourd'hui, mais quand on parle de développement durable, finalement, on parle d'environnement. Quand on parle d'environnement, on est très vite à parler d'énergie. Quand on parle d'énergie, on parle d'isolation. Et, par exemple, le pourcentage de vitrage est devenu un peu la bête noire, avec l'idée qu'il fallait faire des bâtiments très peu vitrés pour devenir performants. Ça, on va dire qu'il faut passer outre. D'ailleurs, l'RT 2012 a changé un peu le paradigme puisqu'elle impose un seuil minimal de vitrage. Ouf, parce que quand même, on a produit des bâtiments très peu vitrés, très simples, très compacts, très gros, pas très intéressants, avec des premiers indicateurs autour de la question de la recherche de performance énergétique, où évidemment c'est beaucoup plus facile d'être performant, d'être BBC avec un indicateur comme le kilowattheure d'énergie primaire par mètre carré chaud, regardé au sens de l'RT. Si on fait des bâtiments à 2,50 m de hauteur sous plafond, si on fait des bâtiments très simples, sans forme un peu complexe, donc sans trop de pont thermique, si on enlève les balcons, si on réduit les surfaces vitrées, ça marche tout seul. Donc, quand certaines personnes ont assez bien compris ça, finalement, ils ont utilisé l'argumentaire du BBC, donc du bâtiment écologique, pour finalement, quelque part, un peu verdir leur marge. Or, le verre, c'est quand même, le moment où l'enveloppe devient transparente, c'est là où ça devient vraiment intéressant. La paroi opaque, on s'en contrefiche. Elle fait 20 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm d'isolant. C'est bien si on veut accrocher des tableaux ou poser des meubles dessus, mais sinon, le vrai moment excitant de l'enveloppe, c'est au moment où elle devient transparente. Donc, à la fois,
le verre est un mal-aimé, et en même temps il résout tout, c'est-à-dire que c'est lui qui permet la relation intérieure-extérieure, c'est lui qui amène de la lumière, c'est lui qui amène potentiellement de l'énergie si on l'utilise bien, c'est lui, certes, qui conduit un peu l'énergie aussi, ça c'est sûr, c'est lui qui tout simplement permet le rapport d'altérité ou d'un rapport milieu intérieur, milieu extérieur. Donc il faut bien composer et trouver une façon intelligente d'utiliser le verre. Je parle trop, je suis dans l'introduction. Alors, je vais vous parler, puisqu'on a dit à quel point le bâtiment existant était un enjeu important, pour vous dire aussi à quel point on appelait peu des gens comme nous sur les bâtiments existants. Nous, sur les 120 projets actifs de l'agence, il y en a en gros 5 à peu près sur bâtiments existants. Ça veut bien dire que aujourd'hui, la rénovation énergétique, elle se fait pas avec des gens comme nous, on va dire. Alors, sauf, quand même, il commence à y avoir des opérations plan campus, et j'ai très envie de vous raconter celui-là. L'Université de Bordeaux, on est sur un contrat d'une nouvelle génération avec conception, réalisation, exploitation, maintenance, avec le joli acronyme de CREM, avec garantie de performance énergétique, le plus dur à faire, du coup, sur les projets aujourd'hui, s'engager sur la consommation énergétique future du bâtiment, et ce, en plus, sur 25 ans, parce que c'est un crème atypique. Les crèmes, d'habitude, c'est 10 ans, celui-là, c'est 25 ans. Donc, ça veut dire qu'on doit signer en bas de la page, le bâtiment consommera tant sur les 25 prochaines années, sinon, on sera pénalisé. Alors, on est sur un patrimoine, dans ce contrat, on travaille sur 16 bâtiments. Sur les 16 bâtiments, il y en a 8 qui étaient de ces bâtiments assez majestueux, les bâtiments d'origine, construits par René Coulon dans les années 60. René Coulon, c'est un architecte qui ensuite a travaillé sur Jussieu avec Albert. Et donc il a fait ces bâtiments qui sont pas inintéressants, béton et briques, avec une modénature de façade, pas inintéressante. Je comprends qu'on puisse ne pas adorer, mais en fait quand on voit ce qui a été construit depuis sur l'université de Bordeaux, finalement, moi j'aime plutôt cela que les récents. Et en plus on travaille sur 16 bâtiments, donc on se dit il y a quand même un devoir de mémoire. Comment concilier, puisque dans le cadre du CREM, la maîtrise d'ouvrage, donc l'université, l'idée c'est de mettre aux normes les bâtiments donc, sur un certain nombre de sujets, réglementation incendie, acoustique, accessibilité et énergétique. Donc l'idée d'arriver à faire des bâtiments au moins au niveau BBC rénovation. C'est quand même une sérieuse question et un cruel dilemme quand on travaille sur des bâtiments comme ça et qu'on se dit mais finalement l'ADN du campus ce sont ces bâtiments. L'idée de la mise aux normes à des niveaux BBC rénovation, en gros il y a deux solutions parce que les enveloppes sont très fragiles. On isole par l'intérieur, on isole par l'extérieur. Là, isoler par l'intérieur, ça n'était pas possible, tout simplement parce que dans le périmètre du contrat, et ça arrive assez souvent, on n'avait pas l'intégralité des étages. Déjà, on n'avait pas tous les bâtiments, mais en plus, on n'avait pas l'intégralité des étages, et parfois, sur un même étage, on n'avait pas l'intégralité du plateau. Donc, s'engager sur la performance énergétique globale du bâtiment en n'intervenant pas sur tous les étages, c'est pas simple. En plus, il y a pas mal de labos qui ont été installés dans les locaux, donc il y a des matériels un peu coûteux qui ont été installés, tous les réseaux passent en façade. Que faire ? La seule solution, c'était d'isoler par l'extérieur. Isoler par l'extérieur, ça veut dire, en gros, on tartine le bâtiment d'isolant, et puis après, on fait un concours de parement, un concours de beauté. Difficile quand même, parce que, en plus, alors, vous voyez, une petite subtilité qu'on va redécouvrir après, entre les deux fenêtres en longueur là, des étages courants, on a un petit bandeau vitré. L'architecte à l'époque, il était hors réglementation urbaine, c'est un projet, c'est une université campus, il s'est dit que ça pourrait être intéressant de réserver un plénum entre les deux étages courants, et il a généré ce vide entre les deux étages, qui fait de 70 cm à 1,20 m, qui traverse le bâtiment de part en part, et qu'il s'est permis de vitrer. Ça servait à rien, c'est juste parce qu'il avait de la place, il avait de la hauteur possible, et il s'est dit, ça serait intéressant d'avoir une réserve de vide si un jour les utilisateurs avaient envie de passer des réseaux. Ça, c'est du développement durable, à mon avis, qu'on n'arrive absolument pas à faire aujourd'hui. Et donc, isoler ces bâtiments, c'était à la fois, évidemment, gommer toute l'architecture, passer devant, parce qu'on a fait une étude RT Martyr, il fallait absolument tout capoter, le bâtiment était même trop vitré, donc il fallait réduire la surface de vitrage, puis après poser un par un. Bon, on s'est dit, puisque dans le programme on parlait de préservation, de valorisation du patrimoine, moi j'avais un peu du mal à dormir, donc je me dis, mais il faudrait arriver à isoler un isolant transparent.
Tout le monde sait que le meilleur des isolants, c'est l'air immobile et sec. Et un des meilleurs rafraîchisseurs, c'est le courant d'air. Donc on s'est dit, il faudrait créer une lame d'air, un coussin d'air chaud autour de ce bâtiment. Et donc le mettre, pour que ce coussin d'air chaud évidemment tienne et puisse être contrôlé, l'installer entre deux lames de verre. Un peu le schéma concept, là c'est pas vraiment une cloche, mais deux lames de verre. Finalement, de changer plutôt le climat qui est autour. Alors on a raconté ça à la maîtrise d'ouvrage, on a gagné pour ça, d'ailleurs on leur a dit, bon, finalement vos bâtiments sont pas si mal, et au lieu de les changer radicalement, on va plutôt changer le climat qui est autour, on va vous mettre à Séville en hiver et à Stockholm en été, et avec ça, ça marchera bien, puisqu'on n'a pas besoin d'isoler un bâtiment à Séville, on n'a pas besoin non plus de le protéger énormément en été. Après, il fallait faire un peu la démonstration que ça pouvait très bien fonctionner. C'est une mise au point un peu sophistiquée. Là, maintenant, les travaux sont en train d'être finalisés, il y a des premiers bâtiments occupés, hein, mais on est quand même à plus de 1000 jours de simulation thermique dynamique pour arriver à faire fonctionner le bazar, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est assez complexe. Et donc, on installe les bâtiments entre deux lames de verre. C'était un dispositif assez connu des bioclimaticiens dans les années 70. Le mur trombe. Finalement, on fait un bâtiment trombe, mais sur un bâtiment existant, on se sert du bâtiment lui-même pour stocker de l'énergie. Donc, on a parlé de l'effet de serre. Finalement, nous, on fait un effet de serre positif. La surface vitrée du bâtiment originel, donc 40%, finalement, elle passe à 110% parce que le verre dépasse même le bâtiment. Donc, ça devient un véritable collecteur solaire. On stocke dans la masse, on utilise la masse existante du de la structure pour stocker l'énergie et pour la restituer de manière déphasée par infrarouge, etc. Donc évidemment, il ne faut surtout pas isoler, sinon on arrête tout le dispositif. Donc ça, on est très fiers, c'est les premiers bâtiments BBC Rénovation sans 1 cm² d'isolant. On isole avec de l'air. Été, évidemment, il faut pouvoir ouvrir, donc on passe, alors c'est pas vraiment hiver-été, c'est plutôt conservatif, je stocke les calories, je crée un coussin d'air chaud, dissipatif en été. Et puis il y avait une autre petite subtilité que j'ai évoquée tout à l'heure, les plénums entre les étages courants. On s'est dit, puisque en fait les bâtiments sont assez nord-sud, enfin nord-nord-ouest, sud-sud-est, on s'est dit ce qui pourrait être vraiment intéressant, puisque l'effet microclimatique, l'effet de nanoclimat, on va dire, se fait d'abord sur la façade sud. On s'est dit ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'une fois qu'on a créé ce coussin d'air chaud autour du bâtiment, on ouvre les plénums en bas et en haut, et l'air, évidemment, va se mettre à tourner autour des bâtiments, c'est ce qu'on a étudié là. Et donc on a aussi l'autre partie de l'histoire, c'était de leur dire, bon, par contre vos bâtiments sont quand même assez nord-sud, et avec ce dispositif, on va pouvoir ramener le sud au nord et le nord au sud. Alors des petites présentations comme ça fait gagner les projets. C'est déjà pas mal. Bon, vous avez compris l'idée, hein, coussin d'air chaud autour des bâtiments en hiver. Finalement, on divise par 8 les besoins de chauffage existants, donc bien mieux même que l'objectif. Et puis le courant d'air, il y avait 23% d'inconfort, on le réduit à moins de 1%, et il faut que je passe un peu plus vite. Bon, voilà le principe, on a posé un peu la démonstration pour passer du bâtiment existant à qu'est-ce que ça fait quand on rajoute finalement cet espace microclimatique ou ce nanoclimat contrôlé autour du bâtiment. Bon, c'est 6 fois moins en fait, ça dépend des bâtiments. Avec ce dispositif pour récupérer l'énergie dans les tampons, parce qu'évidemment l'énergie va quand même s'accumuler en partie haute des verres, on récupère, on croise et on réinjecte dans les locaux, donc on contribue, on refait aussi ce partage entre le tampon nord et le tampon sud. Je vais passer un peu plus vite. L'été, alors évidemment la crainte de ce type de bâtiment, c'est qu'il soit très chaud en été. Alors, il faut évidemment passer en mode dissipatif dès lors qu'on a trop de calories, mais finalement là le verre est plutôt utilisé comme pare-soleil en avant de la façade. On a une réduction du facteur solaire qui est extrêmement intéressant et qu'on utilise évidemment en simulation thermodynamique pour faire le confort, mais je passe un peu plus vite, vous avez compris comment ça fonctionnait. Et puis ça donne des choses qui sont assez intéressantes par rapport à ces bâtiments existants, donc cette peau vitrée. Alors, le bâtiment, bon, les utilisateurs avaient fini par ne plus aimer ces bâtiments tellement ils étaient inconfortables, donc c'est pour ça qu'il fallait faire un peu de pédagogie pour les amener à inverser leur regard sur ces bâtiments. Vous voyez qu'on voit très bien le bâtiment existant derrière, parce qu'on a choisi un vert très clair. L'idée aussi, c'est que l'image de ces bâtiments, finalement, change
tous les jours, toutes les heures, en fonction de la luminosité, en fonction de l'état du ciel. Donc on a 8760 états, c'est le nombre d'heures dans une année de ce bâtiment par rapport à sa lecture originelle. Puis comme il y a des bâtiments qui sont l'un en face de l'autre, c'est assez marrant, quand on fait des jeux de miroirs, il suffit de planter un arbre et on en voit 20, donc il y a une économie de moyens. Bon. Voilà, du coup, en fait, on ne touche à rien, on nettoie le bâtiment existant et on pose cette lame, et après il y a ces ventelles en partie basse et en partie haute. Tout le sujet, les 1000 jours de simulation, c'est ça. C'est que, parce qu'en plus on devait être dans les mêmes coûts qu'une isolation par l'extérieur un peu classique, puisque c'est un crème, donc le prix imposé. Et au début on avait proposé une peau qui s'ouvrait à tous les étages, mais c'était un peu sophistiqué, et en fait on ne contrôle le climat que avec l'ouverture des ventelles, partie basse, partie haute. On ouvre à 0, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, de façon différente entre le bas et le haut. Toute la simulation, c'est la mise au point c'est l'analyse fonctionnelle pour mettre au point ce dispositif, qui fait l'état zéro de la programmation de la GTC, et ensuite on réajuste sur les bâtiments. Donc là il y a des bâtiments qui sont occupés depuis quelques mois, on réajuste le modèle en STD qui va donner la valeur d'engagement. Bon, ça donne des choses assez belles. Vous voyez, finalement on a utilisé beaucoup de verre ici, hein. Bon, c'est assez beau. Au-delà de ça, mais j'ai dépassé mon temps, non? Bon, je vais vite. Alors, toujours le vitrage, en fait, c'est le vitrage utilisé dans d'autres situations. Là, on est sur un projet qu'on a gagné et qui malheureusement n'a jamais démarré, je crois qu'il ne démarrera jamais. C'est la pépinière d'entreprise installée dans le campus de Jussieu. Donc cette fois-ci, on est très dense, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je ne sais pas pourquoi on nous a donné ce site-là, parce qu'on va vraiment embêter les voisins, c'est clair, parce qu'ils étaient là gentiment en train de travailler. Avant, ils avaient vu dégager un rapport au ciel, puis finalement, ils vont voir notre bâtiment. Juste pour information, la scène, vous verrez qu'on s'en sert tout à l'heure, la scène est par là, donc les gens qui étaient là n'avaient pas vu sur la scène, mais il y avait quand même un grand espace. Et on vient implanter ce bâtiment. Donc là, c'est comme ça, je vais le montrer rapidement, hein, c'est plutôt un travail de morphogénèse. Vous voyez comment on a déformer la masse initiale du bâtiment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a étudié de façon paramétrique un peu fine. L'idée, c'est quoi? Vous comprenez d'abord, récupérer plus d'apports solaires, parce que par rapport au soleil qui est là-haut, plus on se met comme ça, plus on récupère des apports solaires, parce que le soleil va venir de manière plus perpendiculaire au vitrage, donc il va être plus pénétrant. Donc on récupère des apports solaires, on récupère de la lumière, parce qu'il y a plus de lumière en haut qu'en bas, et en même temps, on essaie de préserver l'angle de ciel vu pour les riverains, donc, pour les chercheurs et les universitaires qui sont là. Donc il y a tout ce travail de morphogénèse, et puis on a fait encore plus que ça. On utilise un produit verrier de manière à ramener de la lumière pour les bâtiments existants. Ah bah tiens, on n'avait jamais vu que dans les indicateurs performantiels aujourd'hui, finalement, toute la performance, elle mesure ce qu'on a pris comme ressource à l'extérieur pour soi. Maintenant, nous, on pense aussi qu'on a un devoir d'altérité quand on construit un bâtiment neuf, c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure sur l'effet de levier. On peut aussi s'en servir finalement pour améliorer les bâtiments existants. Donc, on leur prend de la vue, on leur ramène par contre de la lumière, et on a même fait plus que ça, c'est qu'après, la déformation en plan nous permet, pour les gens qui sont là, de leur donner à voir, par effet de reflet évidemment, la scène qu'ils ne voyaient pas avant. Vous voyez, on peut faire des choses assez miraculeuses avec le vitrage. Un autre sujet, on est toujours un peu dans les microclimats et les nanoclimats, c'est un peu le dada de l'agence. Mais pourquoi? Parce que ça dépend évidemment des climats où on travaille. En France, on dit on va être plutôt germanique 3 à 4 mois dans l'année, méditerranéen plutôt 2-3 mois dans l'année. En fait, le reste du temps, on est dans un climat d'intersaison. Et toute l'approche performantielle aujourd'hui, elle se base sur plutôt l'idée de l'extrême hivernal. Sauf qu'en intersaison, on n'a pas à se protéger énormément par rapport à l'extérieur, puisque l'extérieur, c'est là où il y a déjà des conditions d'ambiance et de confort agréables. Donc on aurait envie, pour moi c'est la recherche d'avenir, c'est que d'arriver à fabriquer des bâtiments compacts, complètement étanches, au moment où on a besoin d'accentuer cette différence, cette protection entre milieu intérieur et milieu extérieur, et en même temps de pouvoir devenir poreux, avec des enveloppes qui ont la capacité de devenir respirantes, etc., de devenir poreux en été, quand ça nous intéresse. Donc ça, c'est le bâtiment qu'on vient de gagner, qui est le Learning Center de l'école polytechnique,
ou par rapport au programme qui est là, que vous voyez en noir, sur lequel on fait tout le contrôle climatique, on respecte les objectifs de l'AMO, donc on est très performant sur cette peau-là, et on se paye tout cet espace nano-climatique qui va permettre à la fois d'offrir un espace de convivialité, de rencontre, donc des circulations extrêmement généreuses. Évidemment, vous voyez qu'on utilise beaucoup les matériaux transparents pour arriver à fabriquer ce microclimat, et qui nous permet en plus d'être beaucoup moins performant sur la peau intérieure, donc de ne pas avoir des murs de 30 cm et d'avoir des grands vitrages et des éléments coulissants pour permettre l'échange. Je passe vite parce que je prends trop de temps. Celui-là, je ne vais pas en parler d'un point de vue énergétique, juste pour dire qu'il peut faire aussi des très belles choses. Ça, c'est un projet d'hôtel à Henan, en Chine, qu'on a fait avec Jean Nouvel. Bon, c'est une espèce de... Enfin, vous ne voyez pas parce que l'idée c'était de disparaître. Là, c'est un toit extrêmement dense. Donc, ça devient le bâtiment en miroir. Bon, je passe pour parler aussi d'un projet de recherche que j'aime assez. Vous avez compris notre idée des nanoclimats, du conservatif, dissipatif, sur l'idée très performant en hiver, enfin, compact en hiver et très poreux en été, en intersaison, pardon. Là, on s'est amusé. Donc, c'est un projet concept qu'on a développé avec l'agence LAN. On joue sur 3 états de vitrage, triple, double, simple, et après dans un jeu de parois qui vient de parois oscillantes, parois vitrées, on peut passer d'un mode compact où je prends tous les apports solaires, je les conserve. Donc là, on est plutôt sur un cube en triple vitrage, et par contre, dès que c'est intéressant, en intersaison, je laisse à la fois l'air rentrer à l'intérieur du bâtiment, et je passe plutôt, quand j'ai trop d'énergie à l'intérieur, je passe en mode dissipatif, et je deviens même en simple vitrage pour dégager mon énergie. Bon, ça on l'a étudié en simulation, ça donne des choses extrêmement intéressantes. Et puis mon dernier sujet, c'est un peu plus anecdotique, mais le verre, ça peut aussi servir de système. Vous avez compris, on a parlé du verre par rapport à l'existant, on a parlé du verre en termes de morphologie, du verre en termes de matérialité, et même le verre comme système. Pourquoi ? Ça, c'est le lycée français qu'on a fait au Caire. Et l'idée, dans un objectif low cost, low maintenance, low tech, on va dire, on a développé un système de ventilation naturelle. La ventilation naturelle, vous savez, peut-être pour certains, ça marche bien quand il fait plus chaud dedans que dehors. Donc au Caire, c'est pas souvent le cas. Donc on utilise des cheminées solaires pour recréer cette condition de delta T positive entre l'intérieur, et c'est le corps de la cheminée, et l'extérieur. Et donc, il faut évidemment utiliser, encore une fois, un effet de serre, donc un matériau transparent qui va capter l'énergie et la stocker dans la cheminée. Donc on est très content d'avoir fait ça. C'est un bâtiment dans lequel, sauf quelques locaux, on n'a pas de centrale de traitement d'air. On n'a que de la ventilation naturelle, et le moteur, c'est le soleil. Et le dispositif, le moyen, c'est le vitrage. Et je m'arrête là parce que j'étais très long. Voilà.